Bonjour et bienvenue sur cette matinale à des thèmes consacrés au management de l'expérience client en B2B. Je suis Marie Lacoste de l'ADTEM. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, nous sommes le plus grand réseau de marketeurs en France. On représente tous les métiers, tous les secteurs, B2B, B2C, annonceurs, prestataires, instituts d'études, écoles, etc. Et en fait, on représente à peu près un écosystème de 8000 professionnels, dont 1000 membres qui sont notre plus grande force. Notre mission, c'est d'apporter à l'écosystème marketing au sens large du contenu, comme on va faire ce matin, des occasions d'échanger, de réfléchir, on apporte de la veille, des points réguliers sur les tendances de marketing, beaucoup de partage, notamment avec nos adhérents. Alors bien sûr, quand Praxis et Thierry Hans sont venus nous proposer de nous associer à une grande enquête sur le management client, de l'expérience client B2B, on sait que c'est un sujet extrêmement prégnant aujourd'hui. Nous avons saisi l'occasion. Et je vais laisser Eric Ox, qui est le CEO de Digital CMO, qui va animer cette matinale, lancer le sujet et vous présenter les intervenants. Bien, merci Marie. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, un sujet qui est un sujet d'actualité aujourd'hui, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. On va avoir trois grandes parties dans ce webinaire que je vais avoir le plaisir d'animer. Une présentation d'études qui sera effectuée par Thierry Hans de la société Praxis, des témoignages clients, je les laisserai tout à l'heure se présenter, notamment Inextinso et la société Vica, et puis bien sûr un débat qui interviendra en fin de webinaire et sur lequel vous aurez l'occasion d'interagir avec des questions que vous pouvez poser directement et que j'aurai l'occasion de consulter et de reposer aux experts présents. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la présentation de l'étude, je vais demander à nos experts aujourd'hui présents de se présenter. Anne-Sophie, on va commencer par vous. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur Vica et puis sur les activités et aussi, j'ai une petite question d'ailleurs au passage sur votre définition, la définition que vous appliqueriez au management de l'expérience client. Très bien. Donc, je suis Anne-Sophie Monet-Grenier. Je travaille depuis 7 ans chez Vica, qui est un groupe industriel dans la production des matériaux de construction. Et j'ai fait l'ensemble de ma carrière donc dans des postes de communication, marketing et performance commerciale, toujours dans le monde industriel. Alors, pour moi, l'expérience client, c'est véritablement mettre le client au cœur de nos préoccupations, des préoccupations de l'entreprise, en développant en fait tous les outils, les process, la culture client au niveau des équipes, voilà, pour mieux comprendre les attentes des clients et améliorer la satisfaction. Je vous remercie. On aura un deuxième témoignage client avec Martin Mathieu, que je laisse se présenter de la société Inextinso. Alors, moi, je suis Martin Mathieu, je suis consultant en marketing opérationnel et en marketing relationnel. J'ai été jusqu'au mois de juin le directeur marketing d'Inextinso pendant 20 ans. Alors, Inextinso, c'est un groupe d'expertise comptable qui a deux caractéristiques, 5000 collaborateurs, 100 000 clients, et donc qui est très engagé sur la partie relation client. Alors, pour moi, la rencontre, le parcours client, c'est les théories autour, c'est la rencontre entre l'intérêt des collaborateurs pour le client dans l'entreprise, hein, c'est-à-dire que cette partie-là est essentielle, et puis la deuxième, c'est la rencontre avec la compréhension par le client de la valeur ajoutée qu'il trouve dans l'entreprise. Voilà. Très bien. D'ailleurs, j'ai une petite question à poser à tout le monde, à ceux qui nous écoutent. C'est une question très simple, c'est comment vous définiriez-vous aujourd'hui l'expérience client avec vos propres mots. Voilà, donc c'est une petite question qui va vous être posée, puis si vous pouvez y répondre, on traitera au cours du webinaire les réponses obtenues. On a deux autres experts dans ce webinaire. Je vais laisser Jean-François Dugas d'abord se présenter, voilà, de la société Esker. Merci, bonjour, je suis donc Jean-François Dugas, Alliance Manager chez Esker. Esker est un éditeur de solutions de digitalisation des process métiers. Et en fait, on accompagne les directions financières et les services clients pour les accompagner dans leur transformation digitale en automatisant les cycles. Les process. Et order to cash. Voilà. Très bien. Donc, pour compléter votre question, Eric, sur notre vision. Oui, j'ai oublié de vous la poser. de l'expérience client, je
je la compléterai de mes deux autres collègues en disant que nous, on le verra en tant qu'éditeur sous l'angle de la data et des outils digitaux pour justement améliorer, suivre et monitorer sa relation client. Plutôt dans la transformation digitale, d'accord. Très bien. Et donc, pour finir, Thierry Hans, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Praxis? Oui, bonjour. Déjà, je suis ravi d'être présent et merci aux nombreux auditeurs. Alors, je suis Thierry Hans, associé de l'Institut Praxis, qui est une société d'études de satisfaction qui a la caractéristique d'être très spécialisée sur les études de satisfaction B2B. Donc, j'ai rejoint cette entreprise en 2018 pour développer l'activité conseil en amont et en aval des études de satisfaction. Et j'y exerce donc une fonction de consultant en management de l'expérience client, voire de manager de l'expérience client lorsque je travaille de façon plus opérationnelle dans les entreprises. Voilà, donc je suis clairement un expert, on va dire, dans le domaine. Je suis extérieur, je travaille pour le compte d'entreprise. Alors, ma définition, je pense que ce sera intéressant de la reprendre après le débat, mais celle que je pourrais dire aujourd'hui de façon très synthétique, le management de l'expérience client pour moi, c'est l'écoute des clients, de la façon la plus précise possible et l'organisation et la transformation de l'entreprise pour améliorer la satisfaction client. Voilà comment je pourrais la qualifier. Très bien. Vous allez avoir l'occasion de le développer à travers les résultats d'études. Une étude, je crois, qui a été conduite sur près de 200 décideurs en B2B, décideurs marketing. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole et je vous laisse présenter ces résultats. Très bien. Alors, effectivement, en introduction, donc là, je vais vous présenter les résultats. On a une vingtaine de slides. On va essayer d'être synthétique et de reprendre les résultats après le débat. Donc, c'est une étude que j'ai initiée en fait en mars, donc partant du principe que c'était un sujet qui était intéressant. Comme le disait Marie, j'ai contacté l'ADTEM qui a partagé cet intérêt, puis Esker, et puis on a monté ce projet. Donc, c'est un projet qui a consisté à interroger une dizaine d'entreprises en face à face, de façon qualitative. Pas en face à face, excusez-moi, donc à distance, mais de façon qualitative. Et puis, on a interrogé 190 personnes en online à partir d'un questionnaire que nous avons construit, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir les résultats qu'on va vous présenter sont des résultats qui, en termes d'études, peuvent être considérés comme robustes, comme statistiquement fiables, puisqu'on a un échantillon important et on peut même faire des analyses par sous-catégorie. Vous le verrez dans le rapport, on peut aller sur l'analyse des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise, voire des parts à l'export. Donc, on peut avoir des choses assez intéressantes. Alors, deuxième chose que je vais vous présenter, si j'arrive à mettre à l'écran, voilà, la deuxième chose que je vais vous présenter, c'est un peu la construction de notre questionnaire. On a construit notre questionnaire en cinq parties qui correspondent pour nous aux 5 piliers du management de l'expérience client. Donc, les 5 piliers, vous les avez à l'écran, c'est tout d'abord et au cœur de tout, et ça a été dit déjà par nos deux témoins, mettre le client au centre de l'entreprise. Donc, le client est au centre, effectivement, du management de l'expérience client. Et puis après, derrière, les 4 autres piliers, c'est travailler sur l'amélioration des process, travailler sur la mobilisation des équipes, travailler sur l'adaptation des outils et travailler sur le pilotage de la satisfaction client, puisque c'est bien la finalité du management de l'expérience client que d'améliorer la satisfaction client. Donc, il faut la mesurer, la piloter. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec un premier slide qui est intéressant, qui est très intéressant, c'est l'évaluation, l'auto-évaluation que font les 190 entreprises qui ont répondu à notre questionnaire sur leur propre maîtrise, leur propre performance du management de l'expérience client. Et cette auto-évaluation est assez sévère puisque 2/3 des entreprises aujourd'hui considèrent leur performance insuffisante. Donc, la question a été posée sur une note de 0 à 10. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais gardons en tête que 2/3 des entreprises considèrent leur performance actuelle insuffisante et que la note moyenne est de 5,49 sur 10. Donc, pour ceux qui font des études, j'ai vu qu'il y en a pas mal dans l'auditoire, ils comprendront qu'on est sur une évaluation qui est faible.
Alors, vous verrez tout au long de la présentation, vous avez sur la droite de l'écran un petit picto vert et un petit picto rouge. Je ne vais pas forcément les mentionner à chaque fois, mais pour la compréhension des slides, sachez que quand je mets un picto vert avec marqué groupe, ça veut dire que les groupes, donc les sociétés d'une taille importante, ont une évaluation qui est bien meilleure que la moyenne. D'accord ? Et à l'inverse, sur cette question-là, les ETI et les entreprises du secteur du bâtiment ou de la fabrication et industrie ont une auto-évaluation qui est encore plus faible que la moyenne. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément commenter ces chiffres à chaque fois, parce que ce sera peut-être un petit peu lourd, mais vous les aurez sur les slides. Voilà pour ce qui est de le premier slide qui campe en quelque sorte le décor et qui nous amène à nous dire il y a du travail à faire dans le domaine du management de l'expérience client. Alors, je vais maintenant vous présenter les résultats pour les 5 leviers du management de l'expérience client tels que je les ai décrits, en partant du plus important et en terminant par le moins important pour les clients interrogés, pour les personnes interrogées. Le premier levier, et de loin, c'est l'écoute client. 86% des entreprises interrogées considèrent que ce levier est très important pour elles dans le management de l'expérience client. C'est le premier chiffre important. Deuxième chiffre important en termes d'évaluation, comment s'évalue-t-elle sur ce levier de l'écoute client? Eh bien, là aussi, l'évaluation est assez faible, puisque 40% des entreprises considèrent leur performance peu ou pas du tout à la hauteur. Voilà ce que l'on peut dire sur l'écoute client avec les banques et assurances qui font mieux que la moyenne et à moindre mesure la distribution. Et là, les ETI, en termes de taille d'entreprise, qui sont moins intéressantes, enfin qui se considèrent moins performantes d'ailleurs sur ce sujet-là. Si on rentre dans le détail de l'écoute client, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a une foultitude de choses. On peut faire plein de choses pour écouter les clients. Donc, bien sûr, on peut. La base, c'est la relation commerciale avec les commerciaux, soit itinérants, soit sédentaires, mais également les équipes marketing, les études de satisfaction. Donc, il existe plein de choses. Vous avez ici un certain nombre de chiffres qui détaillent les pratiques et qui, dans la colonne du milieu, indiquent le pourcentage d'entreprises qui utilisent ces pratiques. On se rend compte que, on va dire que l'écoute active, qui correspond à la relation commerciale, on va dire, entre guillemets, basique, et l'analyse des réclamations, constituent les deux premiers types d'écoute que l'on retrouve dans ce pilier, et que globalement, c'est la dernière colonne de gauche, l'utilité perçue par ces types d'écoute est bonne. Après, derrière, on se rend compte que tout ce qui est digital, au travers du web analytics et des avis clients, sont utilisés tout de même par 40% des entreprises, avec une utilité quand même à noter pour les avis clients qui est très forte. Les études de satisfaction sont réalisées par près de 40% des entreprises. Le co-développement, c'est-à-dire développer des produits en associant des clients, est utilisé par un tiers des entreprises. Et les études marketing, c'était un petit peu une surprise, n'est utilisé que par 32% des entreprises. Voilà pour ce qui est de ce premier pilier. Alors, le deuxième pilier, toujours en termes d'importance, déclaré par les entreprises, c'est la mobilisation des équipes. La mobilisation des équipes, c'est essentiellement, et ça a été décrit tout à l'heure, la culture client au sein de toutes les équipes. 76% des entreprises considèrent que ce pilier est très important et l'évaluation est à peu près la même que celle qu'on a vue tout à l'heure pour l'écoute client. Elle est assez faible. En termes de... si on rentre dans le détail, en matière de pratique, alors développer, mobiliser les équipes, mobiliser l'équipe, c'est pas nouveau, ça existe depuis la nuit des temps. Développer la culture client, c'est déjà un petit peu plus nouveau, ça existe depuis moins longtemps. Et ce sont des sujets-là qui sont extrêmement difficiles et auxquels on ne peut pas répondre avec une seule réponse, bien sûr. Il faut déjà avoir une volonté, une ambition, des objectifs, et puis après mettre en œuvre un certain nombre de choses. Alors, vous avez ici sur ce slide des pratiques qui sont déclarées par les entreprises. On se rend compte que la communication autour de la satisfaction client est la meilleure façon pour développer la mobilisation des équipes.
Mais il y a bien d'autres choses qui permettent de mettre le client au centre de l'entreprise et qui marchent très très bien dès qu'il s'agit de faire des réunions d'échange client-collaborateur ou des témoignages, faire témoigner un client dans l'entreprise devant des équipes. C'est des choses qui marchent très très bien. À noter également la formation à la culture client qui se développe, qui fonctionne très bien et qui est encore peu utilisée. Troisième pilier, le pilotage de la satisfaction client. Voilà, donc c'est logique que ça arrive à ce niveau-là. 55% des entreprises considèrent que c'est très important. Et là, en revanche, l'évaluation est encore plus mauvaise. L'auto-évaluation, encore une fois, ce sont des auto-évaluations par les entreprises que nous avons interrogées, est encore plus faible que ce que nous avons vu tout à l'heure, avec des groupes qui sont significativement meilleurs, et c'est logique sur ce thème-là, et le secteur du bâtiment qui est, alors lui, significativement moins bon également sur ce thème. En matière de pilotage de la satisfaction client, ces chiffres sont intéressants. On a 13% des entreprises qui considèrent bien gérer aujourd'hui la gestion de la satisfaction client, 34% qui commencent à bien gérer. Donc, on a une petite moitié des entreprises interrogées qui sont déjà sur le sujet et une grosse moitié, donc un peu plus de la moitié, qui ne sont pas sur le sujet, pas du tout ou pas assez. Et voilà, donc on sait que c'est quand même un sujet qui est central dans le management de l'expérience client. En termes d'indicateurs, je ne vais pas revenir sur les définitions, je pense que vous les connaissez. On constate que c'est le NPS qui est l'indicateur le plus utilisé par 42% des entreprises, assez loin devant d'ailleurs le CSAT, le score de satisfaction, et très loin devant le Customer Effort Score que l'on peut voir notamment dans le B2C. Quatrième levier, l'adaptation des outils. Alors, vous allez me dire, on n'a toujours pas parlé d'outils. Oui, effectivement, les outils arrivent en quatrième position. En termes d'importance jugée par les entreprises, 48% d'entre elles considèrent que c'est très important. Et on a, pareil, un niveau d'évaluation qui est assez faible, qui est très faible par les entreprises, puisque 55% d'entre elles considèrent leur performance peu ou pas du tout à la hauteur. Les outils, alors là, les outils, on a également énormément de choses à partir du moment où le management de l'expérience client touche plein de choses au sein de l'entreprise, plein de fonctions. Les outils sont très nombreux. On se rend compte que des outils, entre guillemets, basiques, comme le fichier client ou le CRM, sont, Dieu merci, utilisés par à peu près la moitié des entreprises, mais que la moitié, c'est étonnant, notamment pour le volet fichier client. Il faut savoir qu'il s'agit du fichier client à jour et partagé. Bien sûr, toutes les entreprises ont un fichier client. En revanche, qu'il soit à jour, c'est une autre histoire, et qu'il soit à jour et partagé, c'en est une autre. Les réseaux sociaux sont utilisés par un tiers des entreprises, et ce qui relève d'un peu plus du digital, tel que les outils de BI, du marketing automation, sont moins utilisés. Pourtant, leur utilité est jugée très, très intéressante. Alors, on est dans les outils, donc qui dit outils dit digital, qui dit digital dit digitalisation des process métiers. Je vais laisser la parole à Jean-François. Merci Thierry. Alors effectivement, l'enquête portait également sur les différents niveaux de digitalisation dans les process, en détaillant donc le process commande client, facturation client, le suivi de la livraison par le client, le process de recouvrement, la réclamation et le paiement en ligne. Alors, je ne vais pas détailler ici l'ensemble de ces chiffres, mais mettre en avant trois particulièrement. Le premier concerne la facturation client, où on indique, où l'enquête nous indique que 55% des entreprises sondées ont déjà digitalisé leur facturation client. Donc, c'est un bon chiffre, c'est vrai, mais si on le met en perspective, c'est encore insuffisant puisque vous savez que à l'horizon de 2023, c'est 100% des entreprises qui devront digitaliser leur process de facturation. On attend dans les prochaines semaines le décret de la loi de finances qui nous donnera les modalités complètes de cette digitalisation, mais ça montre qu'il y a encore du chemin à parcourir, même si 34% nous disent avoir embarqué ce type de sujet, donc c'est plutôt rassurant, mais il y a encore du chemin à parcourir. L'autre chiffre que je voulais mettre en avant et qui nous a étonné d'ailleurs, c'est sur la commande client, où 45% des entreprises disent avoir digitalisé leur process commande client et 35%
en cours. Donc, 80% disent avoir embarqué la digitalisation de la commande client. C'est un très bon chiffre, mais à la réflexion et par expérience, en tant qu'éditeur justement de solutions de digitalisation, on se demande si cette vision, finalement, elle n'est pas tronquée. Parce que en parlant de digitalisation de la commande client, est-ce que finalement, c'est pas simplement je réceptionne mes commandes clients par email et je les saisis dans mon ERP, voire même parfois, et on rencontre régulièrement, j'imprime même mon email pour pouvoir le ressaisir dans mon ERP. C'est pas véritablement la digitalisation comme on peut l'imaginer. Quand on parle de digitaliser son process commande client, ça va bien au-delà, c'est digitaliser toutes les réceptions des commandes, que les commandes arrivent par email, sur un portail ou même encore par courrier. On va numériser ces commandes. Ensuite, on va lire ces commandes via des solutions de reconnaissance de caractère avec de l'intelligence artificielle, et ce qui va nous permettre de nous exonérer de la saisie de ces commandes et de les pousser directement dans le ERP. Alors, bien évidemment, on va digitaliser tout un process de workflow de validation de cette commande. On ne va pas la pousser telle quelle dans le ERP. On pourra donc valider les différentes étapes de cette commande. Et puis, ça va évidemment nous éviter des doublons, des erreurs de saisie, etc. C'est ça, donc, un process de digitalisation d'une commande client. Et là, on se rend compte, par expérience, qu'il y a encore un grand chemin à parcourir. Et puis, troisième chiffre que je voulais commenter, c'est le process de recouvrement qui nous dit être digitalisé à 27%. C'est un score qui est faible, surtout dans le contexte actuel où on voit que les délais de paiement aujourd'hui prennent du retard. Là, il y a effectivement un grand chemin encore à parcourir parce que c'est essentiel de pouvoir digitaliser justement ce process parce qu'en le digitalisant, on va pouvoir automatiser toutes les tâches répétitives du recouvrement. L'envoi de courrier, de mails, de relances, etc. Tout ça peut véritablement s'automatiser très simplement. Justement pour se recentrer sur l'essentiel qui est la relation avec son client, l'échange par téléphone, l'échange avec son client, l'analyse des difficultés et l'échange avec son client. Donc la digitalisation ici sur ce poste-là va vraiment nous apporter une grande productivité dans son recouvrement et il est indispensable aujourd'hui. Et justement, et c'est l'enjeu de l'enquête, se recentrer sur la relation de son client. Voilà. Je te repasse la main. Merci Jean-François pour cet éclairage digitalisation métier. Et je vais terminer la présentation de l'étude par les derniers slides. Donc, après avoir parlé des outils, donc le dernier levier qui arrive en termes d'importance déclarée par les entreprises, c'est l'amélioration des process. Voilà, l'amélioration des process dans les entreprises. 42% considèrent que c'est un levier qui est très important. Donc voilà, je vous rappelle que c'est pratiquement 2 fois moins que les coûts de clients par rapport à ce qu'on a vu en premier. Et là aussi, l'auto-évaluation est très sévère puisque 53% des entreprises considèrent que leur performance sur l'amélioration des process est peu ou pas du tout à la hauteur. Si on rentre dans le détail des process en termes de pratique, j'ai isolé 3 choses distinctes au niveau des process. Lorsqu'on travaille l'expérience client, lorsqu'on travaille la stratégie d'ailleurs d'une entreprise, une des toutes premières questions à laquelle on est confronté, c'est la segmentation. La segmentation client, il y a plusieurs types de segmentation, mais là on parle de la segmentation client. La segmentation client est un préalable absolu à une démarche fiable en matière de management de l'expérience client. On se rend compte que sur la segmentation client, il y a encore du chemin à parcourir puisque seulement 25% des entreprises interrogées considèrent qu'ils ont une segmentation qui est adaptée et qui est efficace. La deuxième chose intéressante à noter sur ce slide, c'est la fameuse notion de parcours client. Le parcours client, je répète, je rappelle rapidement ce que c'est tout simplement d'écrire et cartographier le chemin relationnel d'un client avec son fournisseur et d'évaluer donc chacun des points de contact. Ça, c'est la cartographie. Et une fois qu'on a fait une belle cartographie, on va travailler sur l'amélioration de ce parcours client en parlant de design de parcours client.
Et c'est là où on peut travailler sur les outils, on peut travailler sur des organisations différentes. Cette notion de parcours client est une notion qui, il y a 5 ans, dans les entreprises B2B, était totalement absente. Aujourd'hui, on constate que 35% des entreprises interrogées ont déjà engagé une démarche, 26% d'entre eux démarrent une démarche, et il y a encore 28% qui sont conscients qu'il faut y aller. Et, voilà, donc c'est le côté positif de cette étude, c'est que ça montre que cette notion de parcours client est une notion qui est, on va dire, la dynamique est lancée. Voilà, et c'est très bien. Et la dernière chose sur les process, c'est les cas spécifiques. Qu'est-ce que c'est qu'un cas spécifique? Un cas spécifique, alors il y en a plein, tout dépend des entreprises, mais j'en ai isolé 3. Une entreprise perd des clients tous les jours, gagne des clients tous les jours, heureusement, mais en perd tous les jours. Un client que l'on perd, on peut ne rien faire ou on peut faire quelque chose. C'est ça le traitement spécifique. Un client qui est en fuite, entre guillemets, qui est en train de partir, qui commande moins, qui commande de moins en moins, qui est en train de partir à la concurrence, on peut l'identifier et on peut le traiter ou on peut ne rien faire. Un client insatisfait, quel que soit le mode d'identification de l'insatisfaction, on peut le traiter et le transformer en client très satisfait, voire ambassadeur, ou on peut ne rien faire. C'est ça les traitements spécifiques. Et c'est un des sujets également du management de l'expérience client. Et là, on se rend compte que les chiffres sont très faibles et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà ce que je peux dire sur ce dernier levier. Et bien sûr, on ne pouvait pas faire une étude, surtout à la période où on l'a faite, sans parler du Covid. Oui, bien sûr, le Covid impacte tout ça, mais j'aurais tendance à dire que le Covid impacte les entreprises, tout simplement. Bien sûr, impacte le management de l'expérience client, parce que c'est notre sujet ce matin, mais le Covid impacte les entreprises, les organisations des entreprises. Et oui, le distanciel va se développer. Oui, la vente online va se développer, c'est indéniable. L'écoute client va se développer et s'adapter également à la période que l'on vit, puisque la relation commerciale un peu hard et un peu pushy doit s'arrondir, doit apporter un peu plus d'attention aux clients qui, dans certains cas, sont dans des situations difficiles. Voilà, effectivement, tout ce qui est marketing automation et réseaux sociaux devrait également se développer. C'est peut-être un point qu'on abordera dans le débat. Ah oui, je pense. Alors, pour terminer cette présentation rapide, j'espère, Eric, que je suis dans le timing. Dans un timing parfait, voilà. J'ai 2 slides pour terminer. Tu nous avais demandé de définir le management de l'expérience client. Je vous propose, si je peux me permettre, et en toute humilité, cette définition. Donc, le management de l'expérience client B2B, c'est une écoute client efficace, permanente et partagée, et chaque mot est important. C'est la transformation de l'entreprise et c'est la mobilisation des équipes. Et tout ça pour plus de satisfaction client. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais Dieu sait si c'est complexe à mettre en œuvre et à animer. On reviendra plus sur le débat. Et les enjeux, quels enjeux pour demain je crois que le management de l'expérience client est un enjeu qui est stratégique pour la pérennité des entreprises. C'est prouvé depuis longtemps par les études. Il est prouvé que les entreprises qui s'intéressent à leurs clients, qui s'intéressent à la satisfaction client, sont meilleures en fidélisation, sont meilleures en valeur d'entreprise et sont meilleures en pérennité. Ça ne fait plus un doute. Voilà, donc maintenant, par contre, c'est vraiment à appliquer dans les entreprises B2B. On constate un vrai mouvement de transformation dans les entreprises qui est engagé depuis 5 ans. Avant, nos interlocuteurs, c'était plutôt des services qualité pour des études de satisfaction. Aujourd'hui, c'est clairement plus des directions générales pour des sujets de management de l'expérience client, au sens où on vient de le voir ce matin. Et il y a des nouvelles fonctions qui se créent dans les entreprises tous les jours autour de tout partie de ce que l'on vient de décrire. Et enfin, oui, bien sûr, il y a des pratiques qu'il faut développer, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut développer avec beaucoup d'ambition, parce que c'est un sujet sur lequel il faut avoir de l'ambition, mais également avec beaucoup de sélectivité et de discernement, parce qu'on peut se perdre. Donc, gardons en tête que l'écoute client et la culture client constituent les 2 enjeux majeurs pour le management de l'expérience client, que les outils et les process sont très importants, mais doivent d'abord être considérés au service de la stratégie plus que l'inverse. Et par expérience, c'est quelquefois l'inverse, voire souvent l'inverse qui se passe, donc faisons attention.
Et enfin, le pilotage de cet ensemble sur des nouveaux KPI avec de nouvelles organisations et des nouvelles fonctions est indispensable. Et pour terminer, ben oui, le Covid change, mais le Covid est une véritable opportunité pour le management de l'expérience client en accélérant et en transformant les entreprises. Voilà, j'en ai terminé et je suis à votre disposition pour le débat. D'accord, merci Thierry. On reprendra tous ces points dans le débat et en intégrant d'ailleurs les questions qui sont déjà posées par un certain nombre d'auditeurs. Mais avant de rentrer dans les témoignages d'entreprise, moi j'ai une petite question pour tout le monde. Par rapport aux 5 leviers présentés par Thierry, j'aimerais savoir, je pense que c'est intéressant, notamment dans le contexte actuel, quel est le levier prioritaire. Voilà, donc Thierry a présenté les résultats de son étude à travers 5 leviers: la mobilisation des équipes, l'écoute client, l'amélioration des process, le pilotage de la satisfaction et l'adaptation des outils. Et j'aimerais que vous puissiez répondre, choisir un de ces critères qui vous paraît aujourd'hui prioritaire en le ramenant au contexte actuel, qui a un double contexte, à la fois de crise sanitaire et de crise économique. Alors, comme je vous l'ai indiqué en début de webinaire, on a la chance d'avoir 2 témoignages d'entreprise. Je vais laisser la parole à Anne-Sophie Monet-Grenier, donc de la société Vicat, qui va nous présenter son retour d'expérience. Anne-Sophie, c'est à vous. Merci. Donc, 2 petits mots sur le groupe Vicat pour commencer et poser le contexte. Donc, le groupe Vicat est un groupe familial français dans 12 pays avec un peu moins de 10 000 salariés. Et l'activité en France représente environ un tiers du chiffre d'affaires. Donc, ces activités, elles sont nombreuses dans le domaine des matériaux de construction, avec 3 activités principales qui sont la fabrication du ciment, l'extraction des granulats et la production du béton prêt à l'emploi. Alors, une des caractéristiques que l'on a, c'est qu'en fait, on a une diversité de clientèle très importante, puisqu'en fait, on est en capacité de livrer à la fois des entreprises de bâtiments, en allant du petit artisan jusqu'au major du bâtiment, mais également des entreprises de travaux publics, et des entreprises de génie civil, de l'industrie et de la distribution. Alors, pour nous, le management de l'expérience client, c'est quelque chose qui est assez récent. On l'a vu dans l'étude tout à l'heure. Le bâtiment est assez neuf, on va dire, sur ces sujets-là. Mais c'est devenu depuis quelques années un axe central chez Vicat. Alors, ce qu'on a souhaité faire au préalable, c'est travailler vraiment sur deux grandes thématiques. Tout d'abord, l'écoute et la compréhension client. Et pour ce faire, en fait, on a commencé à travailler, comme le disait tout à l'heure Thierry, sur la partie segmentation. Parce que comme je viens de vous le dire, on a un spectre de clientèle qui était très large. Et donc, on voulait vraiment comprendre qui était qui afin de pouvoir gérer de façon différente la relation entre un artisan et nous et entre un major des travaux publics et nous. Ensuite, on a travaillé sur toute la partie écoute et là, de la même façon, il y a des choses assez classiques qu'on a mises en place dans la mesure où on a une force commerciale qui est assez importante puisqu'on a plus d'une centaine de commerciaux en France sur les activités ciment, béton et granulats et donc on essaye déjà de capitaliser sur toutes les remontées terrain et sur les réclamations. Mais ce qu'on a mis en place depuis 3 ans maintenant, c'est toute une batterie d'enquêtes avec des enquêtes barométriques, de l'analyse en continu de la satisfaction client et quelques expériences sur les parcours clients. Le deuxième axe de travail qui, à mon sens, est extrêmement important, c'est, et ça a été repris dans l'étude également, c'est tout ce qui est la transformation des organisations et la mobilisation des équipes. Alors là, de la même façon, chez Vicat, on est un groupe industriel et culturellement, on a cette vision industrielle qui est forte. Et tout l'enjeu aujourd'hui est d'embarquer les équipes pour passer à une culture client. Donc ça prend du temps. Et ce qui est important, c'est aussi de bien penser à passer l'ensemble des équipes dans tous les secteurs de l'entreprise et pas uniquement les équipes commerciales, comme on pourrait peut-être avoir tendance un peu à le faire. Bien sûr. L'autre chose qui est important, c'est évidemment que ça passe à travers la transformation digitale.
Et pour ce faire, on a commencé à travailler sur plusieurs projets qui sont souvent des projets assez lourds, tels que les CRM, la dématérialisation des documents, le portail client. Donc, il y en a qui sont finis, il y en a qui sont en cours et il y en a sur lesquels qui vont venir dans quelques mois. Mais c'est vraiment aussi un axe fort de développement actuel pour évidemment travailler cette expérience client. Et le dernier point qui, à mon sens, est un des points cruciaux aussi, c'est le management des équipes. Et donc, pour ça, on travaille à travers la mise en place de la satisfaction client, enfin, une mesure du NPS en continu pour vraiment travailler ce point-là. Alors, si je fais un focus sur deux thématiques, donc la mesure de la satisfaction client, en fait, on les travaille à deux échelles de temps différentes. La première, ce sont les enquêtes de satisfaction barométrique qu'on fait tous les 2-3 ans évidemment pour essayer de bien comprendre les attentes des clients sur, encore une fois, l'ensemble des pans de la relation. C'est-à-dire que on essaye de comprendre aussi bien ce qui se passe sur la partie de la relation commerciale, mais également de la logistique, de l'administratif, de la qualité de l'offre. Ce qu'on souhaite, c'est interroger de façon massive nos clients, puisque c'est entre 10 et 15% de nos clients que nous interrogeons de façon approfondie, avec des enquêtes qui durent environ un quart d'heure, pour vraiment avoir, on interroge autant de monde parce qu'on souhaite avoir une vraie représentativité de tous nos segments de clientèle. Hein. C'est quelque chose qui est important pour nous parce que tous nos clients sont vraiment divers et donc on veut vraiment avoir une représentativité, ce qui nécessite des enquêtes assez lourdes. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que cette représentativité, elle soit régionale parce que l'intérêt de tout ça, bien évidemment, c'est ensuite de mettre en place des plans d'action opérationnels pour travailler sur nos faiblesses. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est que la structure des enquêtes, elle soit constante dans le temps pour qu'on puisse mesurer facilement l'évolution de ce qu'on a mis en place. Le deuxième axe qu'on a travaillé depuis 18 mois, c'est la mesure en continu de la satisfaction à travers le NPS. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir des mesures correctives rapides en fonction des résultats et de gérer les points d'insatisfaction des clients. Et ce qu'on a souhaité aussi, pour aller plus loin, c'est d'intégrer cet indicateur du NPS dans le management des équipes, puisqu'aujourd'hui, dans au moins une de nos activités, on utilise les résultats de ce NPS dans les primes des équipes commerciales, mais pas uniquement, également des équipes exploitation. Donc, de l'ensemble des équipes, toutes les équipes qui ont des primes ont comme critère le NPS à ce jour. Très bien. Anne-Sophie, je pense que ça illustre assez bien la maturité de l'expérience client dans le secteur industriel. Une petite question avant de laisser la parole à Martin. La volumétrie sur la satisfaction barométrique, c'est quel volume de contacts interrogés dans… Par exemple, dans l'activité béton, on a à peu près 8000 clients et on a interviewé plus de 1100 clients. 1100 clients, donc une volumétrie quand même assez conséquente. Absolument. Donc, on a la chance d'avoir aussi un témoignage dans le secteur des services. Donc, je vais laisser la parole à Martin Mathieu, voilà, la société Nextinso, sur son retour d'expérience dans le domaine du management de l'expérience client. Martin, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, Nextinso, en 2 mots, c'est comme je le disais, 100 000 clients, 2 tiers de TPE, PME, associations. Au niveau de la segmentation, on est assez au point maintenant parce que c'est quelque chose qui nous a toujours préoccupé. Les services sont très différents entre les différentes typologies de clients. On accompagne 8000 créateurs par an et il y a 250 agences. Donc, un groupe pour lequel, et 5000 collaborateurs, un groupe pour lequel, effectivement, il est nécessaire de normaliser un certain nombre de choses. Alors, le management de l'expérience client, il est arrivé chez Nextinso au travers de 2 choses. D'abord, il faut savoir que c'est une structure d'expertise comptable donc qui a été frappée de plein fouet par la digitalisation. 30% de l'activité d'expertise comptable est maintenant largement digitalisée. Et donc, par rapport aux clients, j'allais dire que les aspects réglementaires de la profession sont en train de se transformer et de passer vers des aspects de conseils à valeur ajoutée
et d'écoute client et du temps passé avec les clients. Alors, d'un point de vue digital, le groupe était relativement en avance, hein, puisque et là, le Covid nous a beaucoup aidé, ça c'est certain, puisque aujourd'hui, on a plus de 30 000 clients qui ont un portail, donc ils sont directement connectés à leur cabinet par voie digitale. Et dans ce portail, on trouve tout, on trouve un coffre, on trouve des outils de caisse, des outils de facturation, des tableaux de bord, etc. Donc autant de choses qui facilitent la relation avec le client et surtout sont fournisseurs d'un grand nombre de data qui vont nous permettre de travailler avec chacun de nos segments. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une démarche globale, le parcours client chez Nextenso. Quand je dis global, ça veut dire qu'à la fois, il y a des process de parcours client qui vont être mis en œuvre, mais qui s'accompagnent du développement d'un CRM, parce que on considère la taille d'un groupe comme ça, en tous les cas, c'est impossible de faire une démarche parcours client sans un CRM. Le CRM devenant d'ailleurs le cœur du système, puisqu'il récupère ces informations dans les événements qui émaillent la vie avec le client, mais aussi dans la facturation, mais aussi dans l'outil de gestion commerciale, mais aussi dans la production, mais aussi évidemment dans tous les éléments du portail client. Donc ces deux éléments sont indissociablement liés. Et pour ce qui concerne la sensibilisation au concept de client, le client centrique, il y a une chose, Anne-Sophie l'a dit, c'est que premièrement, sans le management, c'est pas possible. Donc il faut que tout le management, et chez nous, il y a 250 agences, donc il faut que les 250 patrons d'agences soient absolument convaincus que le parcours client est indispensable. Et puis, il faut convaincre l'ensemble des équipes. Et quand je parle des ensembles des équipes, je parle autant des équipes administratives que des équipes de production ou de relations clients, parce que le recouvrement est un acte de relation client très important. Et s'il est mal fait, on crée des irritants et on en souffre. Pour l'implication des gens, qui est un point aussi évident, on l'a vu dans l'étude, l'application des gens, on a utilisé deux systèmes, des workshops qui ont consisté à faire travailler les collaborateurs sur leur rôle de client, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vivent comme clients, et donc à partir de cette prise de conscience, de comprendre ce qu'ils faisaient vivre à leurs clients. Et donc ça c'est très révélateur. C'est pour ça d'ailleurs que le projet s'appelle Tous Clients, parce qu'en fait finalement c'est en vivant comme des clients qu'on comprend ce que constitue un client. Et puis on a utilisé aussi quelque chose qui est cité dans l'étude, c'est des rencontres clients, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de rencontres au niveau des agences entre quelques collaborateurs et quelques clients, afin qu'ils se concertent bien et qu'ils se rendent compte de qui ils sont et surtout qu'ils s'aperçoivent que la relation qu'ils peuvent avoir, c'est pas une relation client, c'est une relation normale. Et donc, c'est important. Et tout ça se retrouve finalement, puisqu'on a lancé le process chez Nextenso, dans une normalisation des étapes du parcours client. Donc, on a listé tout ce qui définit toutes les étapes qui pouvaient constituer le parcours client. Ça va de l'accueil du lead jusqu'au départ du client, parce que comme le disait Thierry, c'est très important de suivre un client quand il est sorti, mais ça gère l'accueil du client quand il rentre, on sacralise la signature du contrat, ça gère le changement de collaborateur, ça gère la vente de missions complémentaires, ça gère un certain nombre de points qui sont essentiels dans la relation. Alors, ça se formalise comment? C'est-à-dire que chaque étape de ce parcours client, on a pris par exemple l'accueil client, le démarrage de la mission, bien normalisé totalement, c'est-à-dire que chacun des points est pris en compte. Donc, on présente l'équipe, qui est l'équipe qui va voir le client, où est-ce que se passe le rendez-vous, comment s'organise la production, qu'est-ce qu'on va faire pour ce client. Les clients sont évidemment différents. Si un client sait lire un bilan, c'est pas pareil que s'il ne sait pas lire un bilan. Qui tient sa compta, c'est pas pareil que s'il ne tient pas sa compta, etc. Donc, comment ça s'organise? Comment on installe le portail, parce qu'on s'était aperçu que les portails étaient installés, mais jamais présentés aux clients. Donc, on attendait 3 ou 4 mois pour que le portail se mette en route. Et tous les éléments dont on a besoin, des mandats à faire signer, parce que il faut récupérer les écritures bancaires, il faut pouvoir faire les déclarations à la place du client, etc. Et tout ça, plus tôt c'est fait, mieux c'est, puisque en réalité, ça gagne du temps à tout le monde et ça favorise effectivement une relation de bonne qualité, puisque tout ce qui doit être fait est fait dès le départ et donc fonctionne dans des conditions qui deviennent bien meilleures que si on attend trop longtemps et si on va rechercher des choses qui sont compliquées. Si on demande au client, on le met au prélèvement 3 mois plus tard, 3 mois ou 4 mois après qu'il soit rentré, c'est très compliqué. Si on doit lui représenter le portail, on a perdu 3 ou 4 mois d'informations. Voilà où est-ce qu'on en est chez Nextenso. Donc, c'est un processus qui va durer 2 ans. Et donc, moi, je continue à accompagner, évidemment. Mais pour vous donner l'implication du management, celui qui m'a remplacé, c'est le président du directoire, qui a décidé que le CRM et le parcours client relevaient de ses prérogatives. Et donc, a repris l'intégralité des équipes marketing dédiées à ça. Et Martin, même si je sais que dans votre secteur, le churn est
je vais utiliser un langage un petit peu B2C, mais est assez faible à la perte de clients. Est-ce que vous avez constaté avec la mise en place de ces pratiques une diminution Alors, le churn n'est pas aussi faible que ça parce que c'est une innovation chez l'expertise comptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon cabinet perd 10% de ses clients, un mauvais cabinet perd 15 ou 20% de ses clients par an. Donc, ça devient quelque chose d'important, le churn. Oui, alors là, pour le coup, l'apport, et on l'a vu avec le Covid, l'apport des méthodes de parcours client sont absolument essentielles sur la fidélisation. Donc, et d'ailleurs, je n'ai pas pu citer les chiffres, mais il faut savoir que toute cette démarche, c'était apparu au niveau des études, on en fait tous les 2 ans en même temps qu'on fait des études internes, il est évident que plus on fait de missions complémentaires, plus on est proche du client, et plus on parle au client, plus on le conserve, et plus il nous recommande. Très bien. Alors, Anne-Sophie et Martin, je vous remercie. J'ai envie de vous poser une question sur vos priorités à venir, mais je vais vous la poser dans le débat, en fait. J'aimerais avoir vos réponses plutôt dans le débat qu'on va lancer. Très bien. J'en profite quand même pour poser la question à notre auditoire, voilà, parce que je pense que c'est quand même aujourd'hui une question importante. Donc, il y a une question qui vous est posée. On utilisera d'ailleurs les résultats pendant le débat qui va commencer. Et cette question, c'est effectivement la priorité, les choix que vous pouvez avoir à faire et des choix uniques en termes de réponse entre mieux comprendre les parcours clients, l'amélioration de la customer experience, l'automatisation, qui est un sujet qui est d'ailleurs porté par plusieurs questions par les participants, et puis le développement de la culture client. Alors, pour lancer le débat, je vais repartir un peu des conclusions de Thierry. J'ai trouvé intéressant. Thierry, vous avez mis en termes de conclusion, enfin c'est du moins le sentiment que j'ai, 2 points essentiels, voilà, dans vos conclusions de l'étude. Le premier, c'est l'écoute client, assez développée, et la culture client. Et je voudrais savoir, c'est vraiment la réalité aujourd'hui du marché B2B, ces 2 points essentiels, et qui sont d'ailleurs partagés par les témoignages de Martin et d'Anne-Sophie. Micro, Thierry. Sur votre micro. Voilà. Oui, excusez-moi. Effectivement, déjà, ce sont les résultats de l'étude et oui, je crois que c'est un constat. C'est les résultats de l'étude. 2, ça a été confirmé par les 2 témoignages que l'on a eus. Et je vous confirme que c'est les 2 gros sujets, effectivement, qui sont sur lesquels les entreprises sont aujourd'hui concernées, qui sont 2 sujets qui sont très, très différents. Hein. Donc, l'écoute client met en œuvre tout un tas de mécaniques, d'outils, de moyens, dont certains digitaux, d'animation et de management, alors que la culture client, on touche aux équipes, on touche au management, à la mobilisation, à la sensibilisation. C'est 2 univers assez différents, mais les 2 sont très, très importants, je vous le confirme. D'accord. Alors, Anne-Sophie l'a mentionné, elle a expliqué qu'il fallait sensibiliser toutes les équipes, pas uniquement les commerciaux, l'ensemble des équipes. Je voudrais avoir votre avis sur la sensibilité aujourd'hui des directions générales à ce management de l'expérience client. Vous avez dit que ça avait progressé. Comment vous voyez évoluer les choses à la faveur du Covid, à la faveur de la crise? Alors, si je peux me permettre de répondre, puis après je m'arrêterai. Moi, ce que je constate, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le sujet du management de l'expérience client, au sens où on en parle aujourd'hui, est un sujet qui existe dans les entreprises si le sujet est porté par la direction générale. D'accord. Donc, vous pensez qu'il faut d'abord vraiment insister sur la transformation et sur les process plutôt que de rentrer dans le débat des outils et de modifier un petit peu les comportements par les outils. C'est une question d'ailleurs qui nous est posée un peu indirectement par plusieurs personnes. Je dirais que c'est concomitant. Hein. Si je peux me permettre, je dirais que c'est concomitant parce que je parle de notre expérience, mais le CRM a une vertu structurante. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut d'une part, effectivement, mobiliser les gens sur le goût du client, j'allais dire, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un métier de service si on n'aime pas les clients, mais il y a encore beaucoup de métiers, et Dieu sait si c'était le cas dans l'expertise comptable, où les gens ne s'intéressaient pas forcément aux clients, mais plutôt aux dossiers. Mais parallèlement, il faut que le CRM
le CRM, ou en tous les cas les outils digitaux, soient des outils d'alerte et des outils d'alerte globaux, c'est-à-dire par la donnée notamment. Les équipes, l'ensemble des équipes, c'est ça qui est important. Je donne juste un exemple. Dans ce métier, il y a 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, un collaborateur pouvait saisir un découvert bancaire mensuellement qui allait grandissant chez un client sans prévenir personne. Aujourd'hui, le CRM, dès lors que le client est en découvert bancaire, prévient les équipes en disant attention, votre client, il a dépassé un certain seuil, il faut faire ça change tout. D'accord. Donc, justement, sur cet aspect automatisation, digitalisation, Jean-François Dugas, vous avez présenté une double vision tout à l'heure des résultats de l'étude avec un poste client assez bien automatisé et puis une relation client ou une satisfaction client sur d'autres postes beaucoup moins avancés. Est-ce que vous pouvez commenter et donner votre avis un petit peu sur le sujet? Oui, effectivement, je n'ai pas pris le temps de commenter tous les chiffres, mais en tout cas, quand on parle de la digitalisation des process métiers, il faut avoir en tête que c'est un ensemble. On parle du cycle order to cash. On va partir de la commande du client jusqu'en passant par la facturation, le recouvrement, ou pourquoi pas le lettrage, la gestion des réclamations, etc. Donc, c'est bien un tout. Et on ne peut pas engager une digitalisation d'un process si on n'enclenche pas l'ensemble. C'est difficile de digitaliser, par exemple, son process de réclamation si en amont, on n'a pas digitalisé son process commande facture. Même chose, digitaliser son process de paiement de facture, ça n'a pas de sens si en amont, je n'ai pas digitalisé ma facturation. Donc, les priorités sont, et on l'a vu d'ailleurs à travers le sondage, les premiers process digitalisés, c'est bien la facture, puis la commande, et c'est tout à fait logique, et viennent ensuite les autres process, réclamation, recouvrement, je l'ai évoqué tout à l'heure, le paiement, la livraison, tous ces process-là, en fait, sont tirés par la digitalisation du process facture et commande. Mais c'est bien, il faut vraiment le voir comme étant un tout, et on parle vraiment de la digitalisation du cycle order to cash. D'accord. On a pas mal de questions, Anne-Sophie et Martin, sur l'impact d'outils de la customer experience provenant notamment des techniques du B2C. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez un peu plus dans les mois qui viennent dans le secteur du B2B? Qu'est-ce que vous emprunteriez au B2C ou pourriez appliquer en management de l'expérience client en B2B? Oui, clairement, les outils, enfin, en tout cas, dans la partie industrielle, on a encore un gros travail à faire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en B2C. Et donc, ça fait partie, ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie des projets qui sont enclenchés et qui vont perdurer sur encore pas mal de temps. Mais sur les outils, je dirais, moi, je reste quand même convaincue qu'ils sont évidemment essentiels, mais que si on n'arrive pas à inculquer cette culture client au plus profond de l'entreprise, ensuite, ça ne reste que des outils. Donc, Martin le disait tout à l'heure, c'est la concomitance des deux, mais c'est vraiment, voilà, il faut vraiment travailler en parallèle les deux sujets, parce que si on n'a pas une direction qui est convaincue et des équipes qui sont convaincues que pour travailler correctement le client, effectivement, il y a des choses à faire de façon différente de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, ils n'utiliseront pas à bon escient les outils qu'on met à disposition. Thierry, justement, une question sur ces outils. Est-ce que en B2C, on a quand même l'impression qu'il y a eu surinvestissement un petit peu en outils pour mesurer à tous les niveaux le client. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir le même phénomène en B2B? Alors, si je peux me permettre, Eric, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui portent sur B2B, B2C. Quelle différence, quoi? Quelle différence fait-on entre le B2B et le B2C? Voilà, je crois qu'il y a deux différences essentielles, me semble-t-il. La première, c'est la complexité du client. En B2B, souvent, le client est un client multiple, est un client complexe, avec une décision d'achat qui n'est pas portée par une personne. Et la deuxième différence, c'est que le service qui est proposé par l'entreprise est également assez complexe. C'est vrai que Vicat vend du ciment, mais avant de vendre le ciment, vend du ciment et livre du ciment,
je m'excuse Anne-Sophie pour prendre cet exemple en le réduisant au plus simple en soi, mais avant cette livraison, avant cette commande, il y a eu tout un tas de services, de bureaux d'études, de prescriptions qui ont travaillé, qui ont permis d'aboutir à cette commande. Et une fois livré, il y a encore tout un tas de services qui vont être proposés pour vérifier, contrôler. Voilà. Donc, à la fois le client est plus complexe et la nature du service vendu est également plus complexe. Très bien. Je rebondis un petit peu sur l'examen des questions qui nous sont posées. Anne-Sophie, il y a une question très directe pour vous sur parce que vous avez mis en place la satisfaction client sur le moyen terme et du NPS. La question, c'est comment est mesuré le NPS en continu? Et après chaque interaction client à chaud, avez-vous un outil pour effectuer ou consolider ces mesures? Voilà. Alors, effectivement, pour le NPS, alors c'est pas après chaque commande parce que on fait des milliers de commandes au quotidien. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est que tous les 2 mois, on interview, par exemple, sur l'activité béton, je vous ai dit, il y avait à peu près 8000 clients. Tous les 2 mois, on interview à peu près 500 clients. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on appelle effectivement la mesure de la satisfaction en continu. Donc, c'est pas du continu comme on peut l'avoir effectivement en B2C. Oui, mais dans notre univers à nous, c'est déjà une valeur qui est extrêmement intéressante. Et surtout, encore une fois, ce qui est important, c'est que on va plus loin simplement que le NPS, c'est-à-dire que on regarde également quels sont parce que c'est associé avec des questions derrière de satisfaction, et donc on travaille l'insatisfaction de façon fine en rappelant les clients, en essayant de les clients, on fait un travail un petit peu sur ce qu'expliquait Thierry sur les clients perdus. Thierry, oui. Ouais, juste pour intervenir là-dessus, ce que l'on constate au niveau de Praxis, donc qui travaille sur l'étude de satisfaction depuis de nombreuses années. On faisait avant des enquêtes téléphoniques barométriques tous les 2 ans, tous les 3 ans. Maintenant, on va dire que les enquêtes en continu représentent à peu près la moitié de notre activité et est en croissance. Et dans ces enquêtes en continu, on va jusqu'à proposer à nos clients des outils qui permettent d'avoir en direct les résultats, d'avoir en direct les insatisfaits et de mettre en place dans les entreprises des dashboards pour pouvoir traiter l'insatisfaction en direct. Donc, ça veut dire que l'étude de satisfaction est en train de glisser et à glisser vers du pilotage de la satisfaction client. Ça, c'est un vrai phénomène. Et puis, pour répondre à la question que, Eric, tu m'avais posée tout à l'heure, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est clair que les outils de mesure systématique au travers de textos qu'on reçoit dès qu'on fait quelque chose pour savoir si on recommanderait ou pas une entreprise, ces outils sont peu utilisés dans le B2B. J'aurais tendance à penser qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus. Donc, il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement pour appliquer des outils B2C dans le B2B. Je partage un petit peu le même point de vue, mais bon, je pense que c'est aussi générationnel et ça évoluera peut-être dans le temps. J'ai une autre question qui est intéressante là quand je lis les questions qui nous sont posées. Est-ce que aujourd'hui le management de l'expérience client, avec sa complexité, avec l'automatisation, la digitalisation, ça nécessite quelle organisation ou quel mode d'organisation? Est-ce que ça nécessite un monsieur satisfaction client, un customer satisfaction rôle? Voilà, je voudrais la poser à tous. Voilà, par rapport à vos entreprises ou par rapport à ce que vous pensez devoir être fait. On va commencer par Anne-Sophie. Voilà. Est-ce que vous allez embaucher un monsieur satisfaction ou une madame satisfaction? Alors, à ce jour, on n'a pas embauché, effectivement, on n'a pas une personne qui incarne ça, voilà. Mais on le retrouve sur plusieurs directions de l'entreprise, dans la direction des marchés, dans la direction générale, dans la direction marketing. Et donc moi je suis directrice de la performance commerciale, et aujourd'hui effectivement c'est plutôt moi qui porte ce sujet au sein de l'entreprise Vicat. Voilà. D'accord. Martin? Oui, Juno, donc j'avais un peu concentré ce sujet sur ma personne.
Et là, depuis, effectivement, il y a quelqu'un qui est en place, qui est dédié totalement à cette démarche parcours client. Parallèlement, une personne qui est totalement dédiée, chef de projet du CRM, elles travaillent ensemble. La personne d'ailleurs qui est dédiée au parcours client est aussi dédiée à la performance commerciale. Donc, ça fait partie des KPI. Il faut être, j'allais dire, rationnel. Si on fait de la performance, si on fait de la satisfaction client, c'est quand même pour chercher une démarche, enfin un KPI commercial qui s'améliore. Hein, donc là-dessus, il y a pas. Donc c'est très bien que ce soit comme ça. Et après, on a surtout des représentants au plus bas échelon du réseau pour que partout, on a dans chaque agence une personne dédiée à la satisfaction client. À chaque région, une personne dédiée à la satisfaction client, de façon à ce que, effectivement, on ait un maillage très très fort sur ce sujet. Et c'est devenu, il faut savoir que la stratégie du groupe, hein, c'est le slogan stratégique du groupe pour le plan stratégique, c'est devenir leader de la satisfaction client. Donc, forcément, d'accord. Ça va être un élément de communication aussi, à mon avis, important. Thierry, est-ce que le digital a inventé le CDO? Est-ce que le management de l'expérience client doit inventer un nouvel acronyme, une nouvelle responsabilité? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois que le management de l'expérience client, par définition, est transverse, doit diffuser dans toute l'entreprise. Et il doit y avoir une fonction management de l'expérience client, ça doit avant tout être quelqu'un qui travaille en transverse et qui anime plusieurs projets. Il est évident que dans tout ce qu'on vient de voir ce matin, le CRM est un projet, développer la culture client en est un autre, améliorer les parcours clients en est un troisième, mesurer la satisfaction et piloter la satisfaction en est un quatrième. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses qui impactent tous les services. Dans certains cas, effectivement, on constate le recrutement de fonctions spécifiques pour gérer tout ça. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il faut s'assurer que cette fonction soit vraiment prise en main, prise en charge et animée par la direction générale. Ça, c'est le principal. Au niveau de la direction générale. Très clairement. Je voudrais vous poser la même question parce que globalement, est-ce qu'il vous faut un monsieur process digitaux Le process digital, ça a été dit tout à l'heure et c'est important effectivement. La digitalisation, pardon, c'est un outil. En amont, il faut avoir effectivement, le projet doit être porté très en amont. Il faut avoir des idées claires sur le process que l'on veut mettre en place. Et finalement, la digitalisation va accélérer tout ce process et va nous permettre de nous améliorer collectivement. Quand on va parler de satisfaction client, eh bien, c'est aussi donner des outils à ses clients. Je pense par exemple à un portail où le client va pouvoir déposer en ligne sa commande sur le portail. Il va pouvoir suivre en temps réel l'exécution, le traitement de sa commande. Là, on est véritablement dans la satisfaction client. Il voit que sa commande a été traitée. S'il y a un problème, il va tout de suite l'identifier. Pas besoin d'appeler son ADV, d'être mis en attente, etc. Donc là, on répond vraiment avec la digitalisation à une vraie satisfaction client. Mais tout ça, ça se pose en amont, évidemment. C'est pas, ça doit vraiment se réfléchir dans un process global. Alors, pour terminer, je vais vous poser une dernière question, parce qu'on a un petit peu dépassé de 4 minutes le temps qu'on avait décidé de consacrer à ce sujet. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, ça a l'air d'être le sentiment et que je ne partage pas forcément quand je regarde les résultats de l'étude et vos commentaires. Comment vous expliquez le retard culturel B2B dans ce domaine-là par rapport au B2C? C'est une question un petit peu provocante. Par rapport aux outils? Oui, alors oui, par rapport à la culture générale et par rapport aux outils. Moi, j'ai une réponse assez simple. Hein, c'est la fidélisation est en train de s'éroder, donc parce qu'il y a de la concurrence et parce que les gens deviennent plus critiques. Le zapping qui existe dans le B2C, il existe dans le B2B maintenant et dans à peu près tous les métiers. Donc, à part les métiers qui vraiment arrivent à avoir des taux de NPS très mauvais, tout en, je pense à personne, mais dans des métiers qui ne rendent pas un service direct, tous les autres métiers qui rendent un service direct sont soumis à cette pression de la fidélisation. Et avec sans doute un accroissement lié à la crise. Alors,
Ça, je ne saurais pas le dire. Je pense que la crise, elle nous a plutôt aidé en termes de mobilisation des équipes, puisque tout le monde a été obligé de s'occuper véritablement de ses clients et j'allais dire de façon un petit peu personnalisée. Donc, ça a beaucoup changé la donne. Mais et je pense dans tous les métiers, les commerciaux sont allés voir leurs clients pendant la crise. Donc, ils se sont préoccupés de savoir comment ils allaient et ça a beaucoup changé la donne aussi. Donc, ça doit se rendre compte de ça. Mais franchement, en B2C, si je parle de mon métier, enfin du métier que j'ai accompagné pendant un moment, mais dans beaucoup de services, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème de fidélisation, les clients restaient. Alors, dans la banque, les clients restent encore beaucoup. Par exemple, si je prends cet exemple, parce qu'ils sont un peu tenus, c'est un peu compliqué de partir. Bon. Plus ça va être facile de partir, plus il faut s'occuper de la fidélisation et de la satisfaction client. Très bien, Thierry, puisque vous avez eu la plus grande part du travail à faire avec la présentation des résultats de l'étude, je vais vous laisser le mot de la fin et peut-être le replacer dans le contexte actuel, notamment avec cette crise, et qui est à la fois, je le répète, sanitaire et économique, et notamment qui risque d'être un petit peu plus conséquente sur ce deuxième reconfinement. Quelle est la démarche prioritaire aujourd'hui pour vous, pour les entreprises en B2B? Qu'est-ce qu'elles doivent Quel est le conseil principal que vous leur donneriez? Alors, déjà, l'étude montre qu'il y a du travail à faire, mais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été engagées. Donc, je trouve que c'est sympa, c'est positif. Après, je redis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais que le management de l'expérience client doit être parfaitement en phase avec la stratégie de l'entreprise. On ne peut pas imaginer de le déconnecter de la stratégie de l'entreprise. Doit être quelque chose qui se fait de façon transverse dans l'entreprise et qui mobilise et qui embarque tout le monde dans l'entreprise. C'est ce que disait Anne-Sophie et ce qu'a dit Martin également. Ça a l'air d'être important, effectivement. Ça, c'est un point qui est central. Et c'est également quelque chose de durable. C'est vrai, quand Martin dit c'est un projet qui va durer 2 ans, ça paraît long, mais c'est normal pour ce type de projet. On est sur des projets de 2 à 3 ans. Si on veut développer la culture client, c'est 2 à 3 ans dans une entreprise. Donc, stratégie, transverse, durable, c'est des choses que je dirais en synthèse. Et puis, par où commencer? Par où commencer, je le redirai, je dirais le client, l'écoute du client, toujours, et toujours plus, toujours mieux, par tous les moyens possibles, mais ça commence par ça. Et puis, quasiment au même niveau, c'est embarquer les équipes. Voilà, embarquer les équipes. Très bien. Écoutez, ce que je voudrais dire peut-être pour terminer, c'est que le management de l'expérience client, c'est beaucoup de bon sens aussi. Il faut faire attention de ne pas perdre le bon sens qu'on peut avoir dans ce type de projet, parce qu'il y a énormément de sollicitations, il y a des offres pléthoriques en termes d'outils, on peut s'y perdre. Donc, gardons du bon sens. Et pour terminer, ce sera ma dernière phrase, Eric, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour réaliser ce projet. Je pense aux 10 personnes que j'ai interrogées en juin. Je pense aux 190 personnes qui ont répondu. Je pense aux équipes de Praxis qui ont fait un magnifique travail sur le traitement des résultats, aux équipes d'Esker sur la mise en forme des résultats, puis bien sûr à DTEM qui nous a permis d'organiser cette réunion. Merci à tous. Merci Thierry pour ces mots de la fin. Donc, écoutez, j'espère que vous avez déjà pris du plaisir à nous écouter, que vous avez appris des choses. Je précise que vous aurez les résultats de l'étude, Thierry. Je pense que tous les participants à l'étude, mais aussi les participants au webinaire recevront les résultats complets de l'étude. Absolument. Pour ceux qui ont un peu décroché ou qui souhaitent revoir ou partager ce webinaire, eh bien, il y aura un replay et je crois que la DTEM vous fera signe lorsqu'il sera en ligne. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.